Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, Mais pas trop. l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier Et je m'appelle Romain. et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 75, de l'huile et des épices. Tout évêque qui était notre bon Grégoire de Tours, la charité chrétienne ne l'étouffe pas dans les années 580 lorsqu'il écrit une diatribe assez cinglante à propos de son voisin et collègue, mais aussi pire ennemi, l'évêque de Nantes, le bon Saint Félix, accusé par lui d'être un affreux calomniateur, et je le cite. « Oh, si tu étais évêque de Marseille, les vaisseaux n'y apporteraient jamais ni huile ni aucune autre épice, mais seulement du papier, pour te donner plus de moyens de diffamer des gens de bien par tes écritures. Mais la disette de papier a mis un terme à ta loquacité. Cet homme est d'un orgueil et d'une cupidité infinie, mais, pour ne pas lui ressembler, je passerai sur ces choses. » Grégoire, 10 livres d'histoire, chapitre 5. Alors, la belle bordée d'injures de Grégoire envers son collègue, au-delà de son côté décalé pour un ecclésiastique cultivé comme lui, rappelle un fait très important à comprendre sur le monde mérovingien. C'est évidemment l'importance capitale de son commerce avec la Méditerranée au VIe siècle, le pôle d'attraction économique qui magnétise tout le monde. En ce sens, la campagne thuringienne des années 30 déclenchée par Théodebert le Fourbe et son demi-frère Clotacar le Futé ressemble plus à une diversion ponctuelle pour se remplir les poches qu'à un changement véritable de priorité. Pour les Mérovingiens, comme pour tous les souverains romano-barbares marqués par des siècles d'histoire impériale, l'objectif principal reste avant tout la Méditerranée et son grand commerce international. Et si les rois francs ont mis entre parenthèses les visées expansionnistes en direction du sud durant cette décennie, c'est plus une pause tactique qu'autre chose. Un simple interlude suite à la déculottée de Vézérons contre les Burgondes et la paix conclue avec les Visigoths par le mariage de Crodéchilde la Jeune. En clair, on calme le jeu, le temps qu'on réorganise le pouvoir sur l'Aquitaine et la part de royaume d'Orléans, qui est l'ex-territoire de Clodomir, avant de préparer la suite. Mais la vraie priorité pour les rois francs, le pôle d'attraction ultime, reste la Méditerranée, avec son commerce et ses liens avec Byzance, la superpuissance de l'époque. Car comme le dit Grégoire, les produits de luxe directement hérités de l'héritage romain ne viennent que du sud, que ce soit les épices variées arrivant des 4 coins de l'Empire, les produits alimentaires d'Afrique du Nord comme l'huile ou les amandes, sans parler des tissus et soieries ou l'indispensable papyrus d'Égypte, critique pour le bon fonctionnement de l'administration. Une épave byzantine du VIe siècle justement, découverte dans les années 90 dans l'anse de la Palude au large de Port-Cros et remplie d'amphores d'huile venant de Tunisie, montre que cette dynamique commerciale battait son plein à cette époque. Bien évidemment, il faut considérer l'utilité réelle de ces marchandises, introuvables en Europe de l'Ouest et qui constituent des matériaux prioritaires pour continuer à faire vivre la civilisation romaine durant le Haut Moyen Âge. Lorsque le flux de papyrus va s'arrêter un peu plus tard dans le siècle, c'est littéralement une autre période qui va commencer en Occident. Mais il y a aussi l'intérêt économique fort pour le pouvoir, les marchandises transitant par les voies maritimes et notamment les grands fleuves de la Gaule, permettant la collecte de taxes indirectes, bien pratique pour renflouer les caisses de l'État, sans froisser ni les hommes libres francs ni les ecclésiastiques qui traînent littéralement les pieds pour payer le moindre impôt direct. On va observer que ce commerce reste conséquent dans la vie du royaume, en tout cas au niveau des élites urbaines, avec des marchands grecs, syriens ou juifs maîtrisant la chaîne logistique comme la gestion des places de marché pour imposer une véritable domination sur ces échanges pendant des décennies. Alors, ne nous y trompons pas, ces marchandises restent l'apanage des ultra-riches du royaume, des cours royales et des aristocrates de province
qui ont les moyens et l'envie de se payer des produits aussi exotiques. Les gueux du Regnum qui triment dans les champs n'ont probablement jamais vu le moindre tissu syrien ou goûté au garum romain, la sauce à base de poisson inventée par l'Empire. Leurs options économiques comme leurs besoins sont probablement remplis à 100% par les productions locales qu'ils sont capables de produire de leurs mains ou d'échanger avec leurs voisins, et rien d'autre. Et pourtant, cette vigueur commerciale présente déjà toutes les marques d'un champ du cygne, puisque la mort de ce commerce massif, qui interviendra à partir de la fin du 7e siècle, est programmée. Les raisons restent très débattues parmi les historiens depuis des années, et en tout état de cause, l'idée avancée au début du XXe siècle que tout cela ne serait que le produit de l'invasion arabo-musulmane de 630 est maintenant largement rejetée. Concrètement, il semble bien qu'une multitude de facteurs vont jouer un rôle, avec évidemment les divers bouleversements en Orient, notamment politiques, mais surtout sanitaires, avec la grande peste justinienne qui met par terre ce commerce. Mais aussi les changements d'attitude et d'attente à l'Ouest, où la demande pour des produits alimentaires et vestimentaires aussi exotiques finit par s'estomper au fur et à mesure que le passé impérial de la Gaule s'éloigne. Autre facteur souvent énoncé, c'est aussi le manque de liquidité qui va finir par avoir raison de ce commerce. Car si on voit clairement la variété de produits de luxe ou manufacturés que l'Orient avait à proposer à l'Occident, l'inverse est beaucoup moins évident. En clair, la seule richesse dont disposaient encore Théodoric le Fourbe et les autres pour s'acheter les produits de luxe de l'époque, c'était l'or ou les esclaves. Mais l'or, que Clovis et ses fils vont réussir pendant les premières années de leur ascension formidable à extorquer à tous leurs voisins, va finir par manquer quand l'expansion prendra fin et que les Mérovingiens réaliseront que leurs propres mines sont tout à fait insuffisantes. Et pour les esclaves, la diffusion de plus en plus nette du christianisme va rendre leur exportation de plus en plus inacceptable, comme vont le marteler successivement les différents conciles d'évêques du VIe siècle. Ce qui, paradoxalement, nous ramène à l'invasion de la Thuringe autour de 530. Alors oui, à court terme, l'invasion de Théodoric et de Clotacar ne sert probablement que comme source de financement habituel en esclaves et en or pour remplir les coffres de nos rois, afin de continuer à payer les commerçants orientaux. Mais c'est aussi, insensiblement, le début d'une réorientation des échanges vers le nord. Concrètement, en prenant pied à l'est du Rhin, les Francs commencent aussi à remettre en place les liaisons commerciales aux marges de l'ancien empire romain, interrompues avec les désordres du 5e siècle. Que ce soit vers les marches de leur empire à l'est avec les Alamans, Thuringiens et bientôt Frisons ou Bavarois, mais aussi par la mer avec les tout nouveaux royaumes anglo-saxons et les chefferies en Scandinavie, les commerçants font leur grand retour en Europe du Nord. Un nouveau commerce maritime et continental donc, qui commence à se structurer aux marges de l'empire mérovingien, fort de sa richesse agricole et minière et intéressé par les peaux, fourrures, verreries et autres céramiques qu'on peut produire et exporter facilement de la plaine germanique à la mer du Nord. Une résurrection des liens économiques dans cet espace, suivie de près par les liens religieux avec la diffusion progressive du christianisme dans ces terres païennes, qui va bientôt revenir en boomerang, transformer assez radicalement le Regnum Francorum d'ailleurs. Pas sûr que Théodoric le Fourbe ait anticipé tout ça, en faisant malencontreusement trébucher le roi des Thuringiens du haut de la muraille de Sulpice, ni Grégoire, en maudissant son collègue nantais, tout obnubilé qu'il était par le trafic juteux et chargé de prestige de l'Empire romain, qui remontait par Marseille, Toulon ou Narbonne. Mais il en est ainsi des grandes révolutions. Leurs commencements sont souvent invisibles aux yeux de leurs contemporains. Même si ce bouleversement économique-là, qui va bientôt transférer le centre de gravité du Regnum Francorum vers le nord, marque en réalité, avec quelques autres, le véritable basculement de l'Antiquité vers le Moyen Âge.